Bonjour, bienvenue au HUG et merci au HUG d'accueillir le Salon du Livre. C'est que maintenant le Salon du Livre se déroule dans plusieurs endroits de la ville. C'est un grand plaisir en tout cas pour moi et pour tous les gens du Salon de se retrouver dans des lieux comme celui-ci, dans ce bel auditoire. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir ici Fabrice Midal, qui est venu notamment avec son dernier livre en date Suis-je hypersensible? Mais bien sûr, vous allez trouver beaucoup d'autres de ces livres. Et après cette rencontre, vous pourrez vous les faire dédicacer. Il y a un stand ici avec les livres. Donc, Fabrice Midal, en principe, je dis toujours, je ne vais pas vous le présenter, parce qu'on ne le présente plus. Mais je crois que c'est une très mauvaise formule. En fait, il faut toujours présenter les gens. Donc, Fabrice Midal, officiellement, c'est le monsieur méditation. C'est un écrivain, c'est un philosophe, mais c'est surtout pour moi quelqu'un qu'on rencontre et qui nous donne des clés. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé les dernières fois où je l'ai rencontré, où j'ai eu la chance d'animer des rencontres avec lui, et puis dans ses livres. Donc, je suis ravi qu'on partage aujourd'hui cette rencontre avec lui, et je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai longtemps vécu dans une sorte de chaos, écrivez-vous en ouverture de votre livre, dans une bataille insensée avec moi-même et avec ce qui m'entourait. Il m'a semblé que ces mots définissaient plutôt bien ce que nous vivons actuellement. Particulièrement avec cette pandémie, particulièrement avec ce virus, mais aussi avec les problèmes sociaux, économiques et politiques de notre époque. Est-ce qu'effectivement ça fait écho? Est-ce que vos mots font écho à l'époque? Merci beaucoup. Je n'avais pas du tout pensé, quand j'ai écrit ces mots, où je parlais vraiment de l'hypersensibilité. C'est parfait pour le son? Vous m'entendez bien? Je ne voyais pas... je les ai écrits pour décrire quelque chose du mouvement qui m'a conduit à comprendre l'hypersensibilité. Mais je crois que que c'est très juste de relire ça rétrospectivement par rapport à ce que l'on vit, au chaos que l'on vit. Une des choses qui je crois, est l'expérience commune, c'est qu'il y a toujours du chaos. On voudrait qu'il y ait de l'ordre, et il y a quelque chose qui vient mettre à mal l'ordre. Et ma conviction profonde, c'est que le discours habituel qu'on a face à ça, loin de nous aider, nous égare, parce qu'on nous présente une idée de sérénité comme un état dans lequel on serait enfin non plus bouleversé, touché, à bout, éprouvé, mais qu'on serait devenu insensible. Et la singularité, et peut-être le paradoxe de mon propos, c'est d'essayer de montrer que non seulement cette sérénité n'existe pas, et qu'elle n'est pas aidante, et j'essaye d'opposer deux modèles. Un modèle de sérénité immobile, et un modèle de sérénité dynamique. Le modèle de sérénité statique, qu'on nous propose, voilà, c'est ça, on va vous donner des clés pour que vous soyez zen en toute situation. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, ce n'est pas possible. Personne n'a jamais été zen, et plus on dit aux gens « soyez zen », plus ils iront mal. Quand on fait face à une épreuve, eh ben on a peur, on est bouleversé, et ça c'est la vie. Et j'essaie de proposer un modèle de sérénité que j'appelle dynamique plutôt que statique, dans lequel on apprend comme on peut à faire face aux événements, à être dans le mouvement, un peu comme un surfeur. Il y a des vagues, et c'est beaucoup plus encourageant, réconfortant d'essayer de penser que c'est ça que nous avons à faire, d'apprendre à nous débrouiller avec les situations. Et je me souviens quand le confinement a commencé, j'avais fait quelques cours pour aider
Voilà, j'avais offert quelques cours en visioconférence pour aider les gens qui étaient en état de souffrance et de panique. Et il y avait un médecin qui m'avait demandé de me contacter parce qu'elle était en grande difficulté. Et donc, moi, je ne suis pas du tout thérapeute, mais je lui ai proposé juste qu'on se parle d'humain à humain. Et j'ai juste essayé de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, elle était en état un peu de panique, et à un moment, elle m'a dit, j'ai peur de ne pas réussir à pouvoir aider mes patients. Et elle m'a dit, après, ça m'a complètement libéré d'avoir un moment où je peux juste me rendre compte que, au fond, ce qui m'angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur. Pour elle, c'était ça. Et je crois que ça, c'est vraiment central. Je crois que ça, c'est vraiment la clé. Comment on peut trouver un espace de sécurité dans lequel on peut faire face aux défis que nous avons à faire, que c'est ça qui emmène une forme de sérénité ou de réconfort, et pas du tout le discours qu'on tient, qui est absolument erroné. Et c'est très très important, parce que le discours qu'on tient, soyez calme, détendez-vous, soyez zen, lâchez prise, c'est monstrueux. Alors je sais que j'ai l'air pas du tout zen en vous parlant aujourd'hui, mais je trouve profondément que c'est monstrueux. C'est ne pas voir ce qu'est la réalité de la souffrance, la réalité des difficultés des gens. Non, on ne peut pas être zen, on ne peut pas être calme. On a à essayer de faire face à ce que l'on est, et en reconnaissant ce qu'on est, on peut être apaisé. Et peut-être, pour finir ma réponse à votre question, peut-être je peux raconter une toute petite anecdote. Un jour, j'étais chercher mon filleul à la sortie des classes, il était vraiment angoissé, son père m'avait prévenu, et je vais le chercher. Et là, au fond, on pourrait dire, il y a deux solutions. La première solution, c'est de dire, écoute, tu as l'air angoissé, mets-toi en zazen, fais le vide dans ta tête, calme-toi, évacue ton stress pour continuer à aller bien. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas fait ça, et que je pense que cette attitude-là, elle est agressive et elle n'aide pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je suis sûr que chacun d'entre vous aurait fait. J'ai rien dit. J'ai fait le goûter de mon filleul. J'ai créé une atmosphère apaisante, sécure, chaleureuse. J'ai parlé avec lui de choses et d'autres. Et à un moment, j'ai essayé d'entrer en rapport à ce qui se passe. Et se sentant en sécurité, il m'a dit ce qu'il n'avait pas osé dire à son père, qu'il était embêté à l'école, qu'un camarade l'embêtait et qu'il se sentait honteux et qu'il n'osait pas en parler. Et à partir de là, il a pleuré, il était soulagé. Et le lendemain matin, son père a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il s'appelle Adrien. Adrien avait l'air tout joyeux d'aller à l'école. Il m'a dit « Est-ce que tu l'as fait méditer ?» Et je lui ai dit « Au fond, c'est ça. Pour moi, c'est ça la méditation. » Alors, Mais la méditation ou n'importe quoi, c'est ça qui peut aider les gens, c'est comment on peut trouver un espace chaleureux, sécure, bienveillant, comment on peut à soi-même s'accorder cet espace pour trouver le courage de rencontrer ce qui est difficile, et à partir de là, ça change profondément les choses. Et c'est une toute autre attitude que celle que malheureusement on promeut partout et qui me semble malheureuse. Il y a une phrase tout à la fois provocante et terriblement rassurante dans votre livre. Vous écrivez « Le burn-out n'est pas un signe de déficience, mais de surefficience ». C'est paradoxal. Alors ça, c'est très important, parce que ça, c'est un de mes grands combats depuis que j'avais commencé à écrire « Foutez-vous la paix ». Je me suis rendu compte qu'il y avait un malentendu. On explique partout que les gens qui font un burn-out, c'est au fond un peu quand même de leur faute. S'ils avaient suffisamment bien géré leur stress, s'ils avaient suffisamment bien géré leurs émotions, s'ils avaient suffisamment lâché prise, ils n'auraient pas fait un burn-out. Et à un moment, je me suis dit, non mais c'est quand même dingue. Les gens qui font des burn-out, c'est jamais les paresseux qui en ont rien à foutre. C'est des gens qui prennent leur travail à cœur, qui ne veulent pas laisser tomber les usagers, les patients, leurs collègues. Donc je me suis dit, mais là, on a tout faux. Les gens qui font un burn-out, c'est des gens qui veulent trop bien faire, c'est pas des gens qui veulent pas bien faire, c'est des gens qui veulent tellement bien faire qu'à la fin, ils n'arrivent plus à s'écouter. Je me suis dit, il faut arrêter avec la double punition. Il faudrait dire à quelqu'un qui fait un burn-out, on est désolé, le système a abusé,
tu en as trop demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses avoir de l'espace pour te rencontrer toi-même et faire la paix avec ce que tu vis. Alors ça c'est un de mes grands combats. J'ai l'impression qu'il y a là un immense malentendu sur les causes réelles de la souffrance dans notre société, et qu'au lieu d'aider les gens, on les enfonce encore un peu plus. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de vraiment très important. Donc oui, je pense que les gens qui font un burn-out, c'est parce qu'ils veulent trop bien faire, mais que paradoxalement, la plupart d'entre nous, nous voulons trop bien faire. C'est pour ça que j'avais écrit « Foutez-vous la paix », qui n'est pas du tout ne plus rien faire, démissionner, mais faire en enlevant la pression qui nous écrase. Parce qu'il y a des injonctions qui peuvent être aidantes. Bon, ben là, il faut que j'aille au boulot. Mais la plupart des injonctions ne sont pas du tout de cet ordre-là. Elles sont contradictoires, paradoxales, impossibles. Faire plus. On peut toujours faire plus. Donc on n'est jamais satisfait. Donc au bout d'un moment, ça finit par nous écraser. Et donc foutez-vous la paix est une manière de sortir de la fausse dualité. Soit je dois foncer quoi qu'il en coûte. Au bout d'un moment, j'ai plus de force, je peux plus. Soit je lâche prise, je démissionne, je ne fais plus rien. Et foutez-vous la paix, c'est faire en enlevant la pression, en trouvant une autre manière. Ça, c'est ce que je décrivais en détail dans Foutez-vous la paix, à partir de ce constat qu'on ne comprend pas la souffrance de nos contemporains aujourd'hui, qu'il y a un manque profond de compréhension de ce qui est en train de se passer, que les gens souffrent parce qu'ils veulent trop bien faire, parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils sont souvent héroïques, et pas parce que c'est des paresseux qui ne veulent pas en faire assez. Et puis, pour parler quand même de l'hypersensibilité, parce que ça m'a beaucoup troublé, en vous lisant, j'ai eu l'impression de découvrir qu'on vivait à la fois dans un monde où la sensibilité était valorisée. Quand je lis les magazines, on me dit que c'est bien maintenant de devenir sensible, surtout pour un homme, mais qu'en même temps, j'étais dans une société qui me donnait toujours le message inverse. C'est-à-dire que je ne devais pas être trop sensible et qu'en fait, je devais réussir, je devais être efficace, je devais être efficient. Donc cette hypersensibilité, comment elle se confronte à ce monde où, à mon avis, il y a ce message paradoxal? C'est très bien vu. Moi, je suis pour l'efficacité. Si je vais voir un médecin, je donne souvent cet exemple-là, alors là, il tombe vraiment bien, mais si je vais voir un médecin, j'ai envie d'avoir un médecin efficace. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que l'obsession de l'efficacité empêche le médecin d'être efficace. Quand il a tellement de papiers à remplir, qu'il a l'ordinateur entre lui et moi, qu'il n'a pas le temps de faire un vrai examen, quand on compte le nombre d'actes que fait quelqu'un et qu'on s'occupe que du nombre d'actes et que la qualité de présence, la qualité d'attention ne compte pour rien, je ne suis pas sûr. Donc c'est ça que je dénonce souvent dans mes livres, c'est qu'il y a une sorte de tyrannie de l'efficacité qui est profondément à sa racine inefficace. Parce que le tableau Excel ne dit pas la vérité. Et que les recherches les plus intéressantes aujourd'hui en sciences sociales essayent de montrer tout ce qui est mis de côté dans les tableaux Excel. Par exemple, tout le travail de Rosan Vallon, qui m'impressionne beaucoup, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a beaucoup essayé de comprendre toutes les souffrances, particulièrement, par exemple, celle des Gilets jaunes. Pourquoi ça ne rentrait dans aucun tableau? Pourquoi on ne comprenait pas leurs souffrances? Parce que justement, on ne pouvait pas les prévoir. Ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, donc ça, c'est sur pourquoi plus on parle d'efficacité, plus on tue l'efficacité. Parce que évidemment, tout le monde a envie d'être efficace. Mais le mot est pris là sans être pensé. Alors, j'ai perdu la question. C'était la sensibilité qu'on nous conseille d'avoir et qu'en même temps, on nous refuse. C'est sûr que cette sorte de dictature de l'efficacité, j'appelle ça la dictature de l'efficacité, nous coupe très profondément. Nous devons être comme des robots. C'est-à-dire, c'est ça dans le tableau Excel. Le jour où vous êtes comme un robot, enfin vous serez bien. Et donc tout ce qui est humain, la tendresse, l'attention, la présence, la bienveillance, semble troubler. Et donc c'est la négation de la relation. Pourtant, on le sait bien, toutes les études le montrent, que la dimension relationnelle est fondamentale. Dans le soin, elle est fondamentale. La dimension relationnelle joue un rôle décisif. Et ça change tout, ça peut changer une vie, la manière dont vous êtes accompagné. Et ça,
ça participe de la sensibilité. Le problème de fond, moi je suis philosophe, donc on est des fois un peu singulier les philosophes, on s'interroge sur des trucs qui au début... mais en tant que philosophe, je suis frappé que la pensée tend à concevoir qu'il y a d'un côté la raison, de l'autre la sensibilité, avec un peu les émotions, et qu'en gros, quand même, la raison, c'est raisonnable, la sensibilité, c'est un peu confus, et les émotions, si on pouvait les retirer, alors on fonctionnerait enfin correctement. Ben, c'est pas vrai. Toutes les études des neurosciences montrent que ça n'est pas vrai, mais nous n'avons pas de modèle pour réussir à penser la place réelle de la sensibilité. Je vais faire un pas de côté. Je discute hier avec quelqu'un en lui disant quel est ton restaurant préféré à Genève. J'adore manger, donc j'essaye de savoir quels sont les meilleurs restaurants. Et donc je lui parle, ah voilà, moi je suis dans tel restaurant, j'ai trouvé ça formidable. Elle me dit, ah, tu as une expérience sensorielle. Et je me dis, mais non, pas du tout en fait. C'est une expérience qui est tout aussi sensible, émotionnelle, intellectuelle, et, spirituelle, tout. Parce que c'est tellement émouvant quand vous mangez chez quelqu'un qui est un artiste au fond, qui fait à manger avec son cœur, vous sentez son cœur, vous sentez son intention, vous sentez comment il a fait, vous sentez... Et donc, ça m'a frappé. Nous vivons dans un monde où, oui, tu as un plaisir, ah oui, tu manges, bon, d'accord, tu as un plaisir sensible, au fond, un plaisir un peu matériel. Est-ce qu'on peut passer à des choses un peu plus sérieuses, des choses intelligentes, des choses... Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Un cuisinier a sans doute plus à voir avec la spiritualité que ceux qui pensent qu'ils sont dans la spiritualité. Pour prendre un exemple, mais là j'ai pris un cuisinier, mais on pourrait dire un soignant, un médecin. Donc c'est ça qui... Mais on voit bien ici que, en fait, on déchire les choses sensibles, émotionnelles, intellectuelles. Mais cette distinction, elle n'existe pas. Nous l'avons construite à un moment historiquement, mais elle n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir une pensée qui n'a pas une résonance émotionnelle. Vous réussissez à résoudre un problème mathématique, vous avez une émotion que vous êtes content et elle se manifeste dans le corps. Ça n'est pas possible de séparer les trois. Tous les neurosciences que j'ai interrogés, avec lesquels j'ai travaillé, m'ont confirmé ça. Aujourd'hui, on sait que ce modèle est absolument faux. Donc oui, la sensibilité, c'est pas la sensibilité comme quelque chose de corporel, c'est la manière dont un être humain est au monde, est en relation au monde. Vous êtes en relation sensiblement. Et ça va très vite, vous sentez plein de choses. Votre corps a plein d'antennes. Mais là, c'est des choses qui sont très simples, que tout le monde a vécu, mais on est désarçonné parce qu'intellectuellement, on n'a pas les moyens de le penser, parce que la structure intellectuelle dans laquelle on vit nous égare profondément. Mais quand on parle avec les gens, ils vous disent, quand on parle pour de bon, avec des gens vrais, qui sont dans le terrain de leur propre vie, ils vous disent tous des choses dingues. Par exemple, ils vous disent « Ah ben, c'est ma main qui sait ». Moi, j'ai un bon kiné. Je lui dis « Mais pourquoi tu mets la main là ?» Il me dit « Ben, je sais pas, ma main sait ». Comme vous dites « Mais il est fou, sa main, elle ne sait pas, puisque la pensée, elle est cognitive. » Mais tout le monde fait cette expérience-là. Les peintres font ça, les cuisiniers font ça, tout le monde sent, tout le monde sait bien. Ah oui, là, je ne sais pas trop, mais je sens que c'est par là. J'écoute. Et un bon médecin qui sait faire un diagnostic, il y a toute une dimension de rencontre, une dimension d'écoute, une dimension sensible. Mais sensible, oui, c'est le mot, il faudrait l'entendre pour nous libérer. Il faudrait réhabiliter la sensibilité pour nous libérer de la coupure qui fait que hiérarchiquement, on considère que c'est inférieur. Parce que là, il y aurait beaucoup à dire. Parce qu'on considère que la pensée, c'est supérieur, et la sensibilité, c'est inférieur. Ben là, on pourrait penser toute la structure sociale. Pourquoi il y en a qui sont en haut de l'échelle sociale, et toute la question du care, c'est-à-dire toute la recherche aujourd'hui sur pourquoi les gens qui prennent soin des enfants, des personnes âgées, des malades,
sont souvent des femmes sous-payées. Qu'est-ce que ça induit comme conception hiérarchique dans la société? C'est quand même des choses, mais bon, moi je suis hypersensible, donc ma situation est, je ne suis pas zen, je suis brûlé de l'intérieur de penser que les traders touchent plus de 1000 fois ce que touche quelqu'un qui est dans le care et qui s'occupe d'accompagner des gens en fin de vie. Ça me rend, mais ça, je peux pas. Donc je peux pas, je peux pas. Et je n'ai jamais essayé du reste de me calmer par rapport à ça, mais je ne peux pas. Mais vous voyez, c'est toute une structure de la pensée qui fait qu'on n'arrive pas à être à la hauteur de la réalité, qu'on vit dans un mensonge. Il y a un mensonge. Voilà. Et je crois important de dire ce mensonge. Et cette hiérarchisation, elle s'est faite aussi avec les hommes et les femmes. Les femmes étant considérées comme étant plus du côté de la sensibilité que les hommes. Et donc il est temps peut-être de se libérer de toute cette histoire. Il est peut-être temps de retrouver notre vraie souveraineté. Et là, alors, bien sûr, on affronte des situations où tout ça se passe, la sensibilité, l'hypersensibilité, mais on rencontre des personnes. Il n'y a pas que la situation, il n'y a pas que la pandémie. Il y a les gens, il y a les patients, il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. On vit ce moment aussi un peu particulier maintenant, où les désaccords sont un peu cristallisés, sont devenus un peu virulents. Vous évoquez le misanthrope dans votre livre, qui n'aiment pas les hommes parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont malfaisants ou trop complaisants avec la malfaisance. Comment est-ce qu'on fait avec ça, avec cette rencontre avec les autres? Nous-mêmes, ok, moi je peux me dire je suis sensible, hypersensible, ou voilà, je vais gérer la situation, mais quand je me trouve confronté à quelqu'un qui va me critiquer sur ma façon soit de me vacciner, soit de ne pas me vacciner, par exemple, comment je fais pour ne pas entrer dans le conflit, ou est-ce qu'il faut ne pas entrer dans le conflit? Pas forcément. Le misanthrope, ça m'intéressait de montrer que le misanthrope n'est pas misanthrope, il est d'abord hypersensible. Et il devient misanthrope parce qu'il n'a pas un rapport juste à son hypersensibilité. Parce que, vous savez, le misanthrope de Molière, au début de la pièce, il ne sait pas qu'il est misanthrope, c'est qu'il est déçu que les gens ne disent pas la vérité, que les gens mentent, qu'il y a un jeu social qui lui semble mensonger. Et quelqu'un arrive lui demandant qu'est-ce qu'il pense d'un sonnet. Alors aujourd'hui, ça serait plus comme ça, mais qu'est-ce que tu penses de ma page Facebook? Et le misanthrope dirait, c'est nul. Et la personne en est très vexée et se venge. Et le misanthrope, Alceste, en est tellement furieux qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec tout le genre humain et qui décide de partir vivre tout seul. Mais en réalité, ce que j'essaie de montrer, c'est il est hypersensible, mais au nom de son hypersensibilité, il devient extrêmement agressif parce que celui qui lui a montré sa page Facebook, il ne lui demandait pas un jugement littéraire et artistique pour entrer à l'Académie française. Il lui montrait juste sa page Facebook pour voir si c'était bien. Alors il avait un peu de prétention à faire quelque chose d'artistique et il pouvait, sans lui mentir, prendre en compte le jeu social. Et c'est un autre axe de ma réflexion, c'est le jeu social, penser qu'il est que négatif, c'est pas vouloir vivre dans ce monde-ci. Alors ça, c'est une chose qui choque beaucoup les gens, parce qu'ils me disent tout le temps, mais c'est affreux, vous invitez à l'hypocrisie. Et je pense qu'il y a un espace entre mentir et juste dire la vérité. Il y a aussi respecter l'autre et voir qu'est-ce qu'on peut lui dire, jusqu'où on peut lui dire, comment on peut lui dire. Et je crois qu'apprendre ce qu'on appelait, qui est au fond le sens de la diplomatie, ça c'est le sujet de ce que j'avais beaucoup développé dans mon livre « Ne vous laissez plus jamais faire ». J'avais vraiment essayé de creuser pourquoi, dans notre monde occidental, la ruse est considérée comme négative, alors que chez les Grecs, c'est la métisse, c'est l'art d'Ulysse, et Ulysse gagne avec le cheval de Troie, et il est considéré comme un grand héros
parce que par sa ruse, il évite la violence, et qu'il y a une ruse qui est vraiment maléfique. Le mot est très mauvais en français, parce qu'il y a la ruse qui est maléfique et la manipulation, mais il y a aussi une manière d'apprendre à communiquer, à parler, à respecter l'autre, qui est la manière d'éviter la violence. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est mieux quand on est entre deux amis et qu'on peut se dire la vérité et se tomber dans les bras l'un de l'autre. Mais parfois, on n'est pas avec un ami. Donc la diplomatie, c'est une forme de justesse. Et paradoxalement, il y a une vérité de la diplomatie qui peut éviter la guerre. Et donc, j'essaye de valoriser cette question-là. Et quand je parle de l'hypersensibilité, c'est important parce que les hypersensibles ont le sentiment d'être différents. Et c'est vraiment important qu'ils comprennent ce qu'ils sont pour faire la paix avec ce qu'ils sont, sentir qu'ils sont en faute de rien du tout, qu'ils soient réhabilités. Et en même temps, qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils sont hypersensibles qu'ils peuvent imposer à tout le monde. Sinon, on devient des petits tyrans. Et donc, il faut apprendre, quand on est hypersensible, un jeu, des outils pour réussir à communiquer et à déplacer les choses et à entrer en relation et arriver à faire passer ce qu'on veut faire passer. Donc c'est ça que j'essaye d'articuler en essayant de penser... alors, j'arrête avec les trucs un peu philosophiques parce que c'est un peu... Mais disons, les Grecs appelaient la sagesse la phronésis. Aristote fait la distinction que je trouve, moi, lumineuse. Ça a vraiment changé ma vie. Donc je ne fais pas ça pour essayer d'être brillant et vous dire, regardez comme je suis. Mais c'est juste que moi, ça m'a beaucoup aidé et peut-être ça en aidera certains. Aristote dit, il y a deux formes de savoir. Il y a le savoir scientifique, rationnel, objectif. Mais quand il s'agit d'organiser sa vie, comment on fait avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, comment on fait avec son conjoint, comment on fait avec tous les emmerdes de la vie, et bien là, il y a une autre forme de sagesse, qui est la sagesse à chaque fois, dans l'instant, comment on se débrouille. Et il n'y a pas de règle valable une fois pour toutes. Pour savoir comment on fait des trucs scientifiques, la règle, elle est la même pour tout. Comment on fait bouillir l'eau, c'est toujours la même chose. Mais comment je dois parler à quelqu'un qui m'énerve, ben, ça dépend de quel moment, comment je fais. Et moi, je trouve qu'Aristote a raison de dire vouloir appliquer l'un à la place de l'autre, ça ne marche pas. Et être rationnel, c'est pas vouloir mettre la science dans les relations humaines, c'est savoir la limite de chaque chose. Alors moi, ça m'a vraiment éclairé, parce que chaque fois quand j'ai un problème, je ne me dis pas quelle est la solution, mais je me dis comment je peux me débrouiller dans cette situation le mieux possible, sachant qu'il n'y a jamais une vérité absolue, parce qu'on est dans le domaine des relations humaines, qui est un espace de sagesse extrêmement profond. Voilà. J'espère que ça en aidera certains, comme moi, ça m'a aidé. Mais justement, parce qu'on parle de relations humaines, moi, ça c'est quelque chose qui me transperce régulièrement, enfin qui m'angoisse perpétuellement. Vous écrivez, nous portons tous un faux self. La vie sociale l'exige. C'est quoi ce faux self et est-ce qu'on a une chance de pouvoir s'en débarrasser? Alors, ça c'est surtout lié donc aux 15-20% de gens qui sont hypersensibles et qui ont senti la pression sociale. Et donc le message qu'ils ont eu depuis qu'ils sont enfants, c'est pour être acceptés, et nous sommes tous des animaux sociaux, donc on a besoin d'être acceptés, d'être reconnus par l'autre. Donc si tu veux être accepté, sois comme ça. Et donc on a tellement voulu bien faire d'être comme on nous demandait d'être, qu'on s'est interdit de ressentir ce que l'on ressent, de vivre ce que l'on vit, d'être ce que l'on est. Et il y a un décalage qui peut être... Alors, on est tous à un moment essayer de jouer un peu un rôle social. Ce n'est pas un problème tant qu'on en est un peu conscient. Mais à un moment, on perd notre spontanéité. On n'est plus spontané, tout est construit, et on sent au fond de soi une douleur d'être coupé de soi. Et ça, c'est une douleur très profonde. Une douleur dont on ne parle pas assez. Mais la douleur d'être loin de soi, d'être coupé de soi, d'être empêché d'être soi, est une douleur très profonde. Et dans mon livre, j'essaye de montrer un chemin pour se libérer de ça et essayer de montrer le mécanisme à l'œuvre. Il y a plein de mécanismes, il y a plein de points, mais disons, pour simplifier, un des mécanismes, c'est
la peur que nous avons que si nous sommes nous-mêmes, nous allons être rejetés. C'est une peur très profonde qui est souvent même inconsciente. Si je m'ouvre, si j'ouvre mon cœur, si je suis qui je suis, si j'ose dire ce que j'ai sur le cœur, on va me frapper et me rejeter. Donc, je ne veux même pas les regarder. Et c'est une peur qui n'est pas légitime, parce que quand quelqu'un dit ce qu'il a sur le cœur, des fois, on le rembarre, mais souvent, les gens sont touchés. Souvent, ça permet de faire avancer les choses. Et la peur est beaucoup plus grande que la réalité. Si un peintre fait exactement la même peinture que tout le monde parce qu'il ne veut pas gêner, personne ne va voir son travail. Donc dans la vie, oser être soi, c'est beaucoup moins, ça crée beaucoup moins de problèmes qu'on ne le croit. Mais là, il ne faut pas me croire, il faut l'expérimenter soi-même, parce que cette peur vraiment ronge. Cette peur est comme un vampire qui nous ronge et boit notre propre sang. Et beaucoup de gens n'ont même plus l'idée, c'est tellement intégré, c'est tellement inconscient. Je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas dire ce que j'ai sur le cœur, qu'ils ne savent même plus ce qu'ils ont sur le cœur. Et donc, pour moi, c'est plutôt ça que devrait être la méditation. Vous voyez, quand je parlais au début, cet espace de rencontre dans lequel on ose rencontrer ce que l'on est, tel que l'on est, sans se juger. Et là, il y a quelque chose comme une vraie transformation. C'est pourquoi la méditation peut tant changer la vie, parce qu'elle devient un espace dans lequel j'ose être qui je suis pour la première fois, dans un espace sécure. Et ça, voilà, c'est ça. Ça me semble très profond et très libérateur et très exaltant. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Parce que moi, j'en ai encore toute une liste, mais peut-être que vous aussi, vous avez des questions à poser. N'hésitez pas. Et la règle, c'est que vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, qu'il n'y a pas de mauvaises questions, et donc vous sentez-vous vraiment libre. Nous, on préférait que vous posiez des questions plutôt que on parle entre nous pour pouvoir avoir plus de chances de répondre à ce qui vous intéresse vraiment. Donc vraiment... Oui, bonjour. J'ai une petite question. Enfin, en vous entendant, moi je trouve ça vraiment passionnant, etc. Et c'est vrai que quand j'envisage la vie au quotidien ou comme je l'imagine dans la société, j'ai un peu la sensation que l'efficacité qu'on cherche aujourd'hui, ce que représente la société, c'est vraiment l'être humain est un problème là-dedans. Parce que ce qu'on veut, c'est des flux clairs, c'est des flux oui ou non binaires. Et moi, je me dis, voilà, il y a d'un côté l'être humain, mais c'est presque l'être humain qui devient un problème pour faire fonctionner les choses de manière non ambiguë. Et je me demande comment on peut rendre cette chose compatible. Et c'est peut-être pour ça que des choses aussi simples dont on parle aujourd'hui, on doit se retrouver dans un lieu comme celui-là, un peu entre intime, et on a presque un peu peur d'en parler, quoi. Je suis entièrement d'accord avec vous, même je trouve ça très émouvant ce que vous dites. C'est ma conviction profonde. Avec quand même le paradoxe, c'est que l'être humain gêne, mais en même temps, s'il n'y a pas d'être humain, ça ne marchera pas. Et dans tous les métiers, il y a un moment, cet ensemble de protocoles qui doit fonctionner ne marche pas. À un moment, il faut que quelqu'un dise « Non, mais là, il y a un élément que vous avez oublié. Il faut qu'il y ait des gens qui aient des inventions, qui créent, qui aient des nouvelles idées. » Donc moi, au quotidien, je me dis toujours ne prends pas la résistance pour du rejet. C'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle société, dès qu'on manifeste quelque chose d'humain, ça crée une forme de résistance, parce que ça empêche que les choses tournent en rond. Mais en même temps, si tout tourne en rond, ça meurt. Le système meurt. Donc il faut à un moment quelqu'un ose dire « Non mais là, il y a un truc qui ne va pas, il faudrait le changer pour être plus en rapport au réel, pour être plus en rapport à la souffrance, pour être plus en rapport à la situation. » Donc moi, ça me donne du courage. Ça ne fait pas que je n'ai pas du chagrin de voir l'état de notre société et cet aveuglement, mais je trouve beaucoup de courage et d'espérance de voir que, en réalité, là où on est, chacun peut faire qu'il y ait un peu plus d'humanité là où il est.
Et que quand il y a un peu plus d'humanité, tout le monde autour de nous est content. Et ça peut vraiment faire la différence. Et quand je regarde ma propre vie, moi j'étais un élève mais nul, mais je comprenais rien. Et un jour, j'étais en classe, j'avais 13-14 ans, il y a un prof qui a dit « Bon, je vois les contrôles, tu perds tes moyens. » Et bien dans mon cours, plus de contrôle. Tu fais un dossier pendant un trimestre sur le sujet du programme, et je te noterai sur le dossier, et tu es exempté de toute interrogation. Ben, il a été hors norme, hors cadre. Et il a changé ma vie. Et il m'a sauvé. Parce que du coup, moi, j'ai compris comment travailler d'une autre manière. Peut-être j'écris des livres grâce à lui aujourd'hui. Et à la fin de l'année, j'étais premier de la classe en histoire. C'était le cours d'histoire. Et je me souviens, il a marqué au deuxième trimestre, déjà, il avait marqué très bon élève, remarquable. Juste, il faut qu'il travaille les autres matières. Parce que dans les autres matières, j'étais dernier de la classe. Et premier en histoire, personne ne comprenait. Je raconte cette histoire parce que partout, là, c'est ça qui m'a marqué, mais vous voyez, c'est pas le système. Il y a un prof qui un jour m'a parlé comme un être humain. Et quand je parle avec les gens, là, on fait une conférence, mais si je parlais avec chacun d'entre vous, je suis sûr que chacun d'entre vous me raconterait une histoire où quelqu'un a été un peu en marge, un peu à côté, a fait un acte humain, vous a parlé, vous a regardé, vous a considéré, et ça vous a aidé. Et je crois que ça, au fond, c'est ça mon message. Moi, je ne crois pas que je vais réussir à faire ouvrir les yeux à tout le monde sur l'inhumanité de la direction. Mais je pense que chacun, là où on est, on peut emmener le changement. Et que je crois que depuis des milliers d'années, si l'humanité tient, c'est qu'il y a des gens, là où ils sont, qui ont fait quelque chose qui avait du sens. Oui, il y a une autre question. Alors bonjour. On m'entend là? Voilà. J'avais une question, mais on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais avec votre réponse. Mais on entend souvent actuellement qu'il faut gérer ses émotions. On ne peut pas gérer une émotion. Il me semble que c'est ce qu'on vient de comprendre aussi dans votre exposé. Bravo. Mais là, si je pouvais, voilà. Je montrais vous embrasser parce que c'est mon propos depuis. C'est monstrueux, gérer ses émotions. Moi, je dis toujours, gérer votre compte en banque, ça c'est très bien. Moi, je ne sais pas très bien faire, mais mais gérer ses émotions, c'est affreux. Gérer vos émotions, gérer vos affects. C'est-à-dire un rapport instrumental. On ne peut pas gérer une émotion. On peut l'écouter, on peut l'apaiser, on peut la transformer, on peut... voilà, ça, on peut l'écouter, la transformer, l'aimer, l'écouter, parce que les émotions ont des choses à nous dire, mais gérer, c'est horrible. Cette manière dont on parle de gérer, vous pouvez, je suis trop content que vous ayez posé la question parce que ça me semble central et je crois que c'est pas jouer sur les mots. Je crois qu'on gagne. Les gens me demandent souvent donnez-moi un outil simple pour m'en sortir et je pense qu'un outil tout simple c'est chaque fois que vous dites je vais gérer ça, qu'est-ce que vous diriez d'autre si vous n'employiez pas ce mot? Et en employant un autre mot, vous allez voir le soulagement que ça crée, le changement de perspective que ça donne. Au lieu de dire il faut que je gère ma colère, non, il faut que j'écoute ma colère, vous voyez? Qu'est-ce que ma colère a à me dire? Alors, il y avait une petite suite dans mon raisonnement. Je me disais, peut-être qu'on peut gérer ses pensées en lien avec ses émotions. Non, on ne peut rien gérer. Non, parce qu'on n'est pas des machines. Moi, j'appelle ça le capitalisme psychique. Tout le monde aujourd'hui voit bien les ravages du capitalisme qui instrumentalise tout jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. On le voit avec la terre, on le voit avec les animaux, on le voit avec les êtres humains. Et on ne comprend pas qu'on est en train d'intégrer un capitalisme psychique. C'est-à-dire qu'on a un rapport à soi dans lequel on doit gérer ses émotions, gérer ses pensées et potentialiser au maximum le rendement qu'on doit avoir de nous-mêmes. Moi, je pense que se libérer de ça, ça ferait beaucoup de bien. Mais du coup, je n'ai pas du tout répondu à votre question parce qu'en fait, votre question, ce n'était pas sur gérer, c'était le fait qu'on ne peut pas avoir accès à nos émotions, mais on peut avoir accès à nos pensées pour les transformer. Il faut qu'on vous redonne le micro. On va vous redonner le micro. Non, mais il faut que pour l'enregistrement.
Merci. J'aimais autant sans micro, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais l'impression que la méditation nous aidait à prendre du recul justement sur nos émotions, peut-être, et se focaliser un petit peu différemment pour mieux les gérer, enfin, même si, ou mieux les écouter, ou mieux se poser avec, mieux raisonner par rapport. Et dans votre dernier livre sur l'hypersensibilité, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut annuler tout ça, il faut s'ouvrir à tout. Oui, eh ben, j'ai toujours dit ça. Ah oui. J'ai toujours Alors dit ça. attendez, parce que j'ai un autre exemple. Quand vous dites dans votre dernier livre, maintenant mangeons en hypersensibilité. Oui, plutôt que manger en pleine conscience. Exactement le contraire. Il y a une dizaine d'années, c'est sans vous embêter, hein, parce que Non, je vous non, aime mais beaucoup. allez-y, je suis content. Il me semble qu'il y a une dizaine d'années, il fallait manger en pleine conscience. Jamais, jamais. Alors là, si vous trouvez un endroit où j'ai dit ça, je pense que ma critique de la pleine conscience, je l'ai depuis toujours. Bon, alors peut-être c'est moi qui confonds, en effet. C'est possible. Peut-être j'étais pas assez radical, mais alors là, ma critique, je pense depuis toujours que c'est absolument insensé. Et le que sais-je que j'ai écrit sur la méditation il y a 10 ans, ah non, je pense que là-dessus, je n'ai pas bougé d'un iota. Je pense depuis toujours que l'idée de se calmer ne fonctionne pas, et je ne crois pas du tout dans ce que vous avez raconté. Je ne crois pas qu'il faut prendre du recul. Non, mais vous avez bien compris ce que vous avez dit. Je pense que si on est en colère, ce n'est pas en essayant de les gérer, de les contrôler, de se calmer que ça marche. Il faut que j'écoute. Ma colère, elle me dit peut-être des choses idiotes, peut-être elle me dit des choses très intelligentes. La colère, elle vient du fait que je sens quelque chose d'injuste. Et c'est en reconnaissant, en explorant, en honorant ce que je sens, que je vais pouvoir le transformer et passer à autre chose. Et l'idée actuelle qu'il y a un truc pour le gérer, c'est-à-dire le contrôler, et je vais contrôler mes émotions, je vais contrôler les choses, et je vais faire ce que je veux. Au fond, c'est le délire de la volonté. Ça ne marche pas. La méditation, elle est prise dans le délire de la volonté. C'est comme quand vous dites à quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, allez, maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui se dirait, maintenant je veux dormir, donc je vais dormir. Ou quelqu'un qui est déprimé, secoue-toi. C'est la même chose, c'est la même absurdité. La seule manière de transformer quelque chose, c'est de le rencontrer. Et ça, c'est toujours ce que j'ai dit. C'est sûr qu'il y a 15 ans, quand la pleine conscience n'existait pas, je n'avais pas besoin de dénoncer la pleine conscience, parce que ça n'existait pas. Donc j'avais pas. Mais là, aujourd'hui, on voit bien que la méditation, elle est devenue plus nuisible, néfaste que positive. Alors là, je sais que je choque, mais la méditation, comme outil technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive, est plus nuisible que aider les gens à rencontrer avec honnêteté ce qu'ils sentent pour, comme quand on rencontre un ami ou quand on rencontre quelqu'un, on n'est peut-être pas d'accord, mais est-ce qu'on peut rencontrer ce qui se passe pour pouvoir le rencontrer, l'honorer Si vous avez peur, c'est pas en disant « je n'ai pas à avoir peur, il faut que j'avance ». Ben non, j'ai peur. Et en reconnaissant votre peur, vous allez pouvoir passer à autre chose. Merci. Merci d'avoir levé ce malentendu. Je suis désolée. Hein, ah non, mais je suis ravi. Je comprends. Le malentendu est très complexe. J'ai fait une conférence hier. En sortant, quelqu'un m'a dit 2 phrases qui m'ont montré que rien de ce que j'avais dit n'avait été compris. J'ai bien conscience que c'est vraiment difficile. Les gens ont l'impression que j'exagère, mais il y a vraiment 2 expériences radicalement différentes. C'est ce que je racontais avec l'enfant. Il y en a un, j'observe mes pensées, j'essaye de me calmer. On va engager un Chief Happiness, comment on appelle ça, Chief Happiness Officer, pour que tout le monde soit heureux, en installant un baby-foot pour renforcer les liens d'affection entre tout le monde. Et tout ça me semble aller dans la mauvaise direction, parce que ça ne pose pas le problème central que vous avez très bien montré, monsieur, qui est de réhabiliter notre humanité. Et être un être humain, c'est pas être un robot. Être un être humain, c'est être un être humain qui a des émotions, une sensibilité, des intuitions et aussi du génie. On a une question online. Absolument. Donc on a Isabelle qui nous demande est-ce qu'il vient d'être dit et applicable aux adolescents entre eux, donc être vrai, manifester sa souffrance, sa peur, est-ce que cela n'entraîne pas davantage de plaisanterie de la part des autres adolescents? Alors là, pas du tout.
Mais attends, pas du tout, parce qu'un adolescent, il a un désir de vérité intense. Mais après, il y a, on ne dit pas tout à n'importe qui. Donc, moi, quand j'étais adolescent, je ne disais pas à tout le monde tout ce que j'avais sur le cœur n'importe comment. Donc, il y a deux choses. Voilà, la question porte sur un point central. Il y a deux éléments. Un, est-ce que je peux me donner l'autorisation de sentir ce que je sens, tel que je le sens, comme je le sens, sans me juger? Même si ma pensée est stupide, même si mon émotion est malheureuse, même si j'ai peur, même si ça ne correspond pas à un modèle, est-ce que je peux faire ce premier point? Et deuxièmement, une fois que j'ai reconnu, comment je vais dire ce que j'ai à dire de la meilleure manière possible, sans nier la violence qui existe dans le monde et sans non plus la surestimer, ni la sous-estimer, ni la surestimer. Et on a sans arrêt à apprendre ça. Et donc là, c'est deux ordres différents. Et ça, c'est très important de faire la distinction. J'ai besoin tous les jours de sentir ce que je sens. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui ne me plaît pas, est-ce que je peux le sentir, m'autoriser à sentir, même si c'est absurde, même si c'est bizarre. Et après, ma responsabilité d'être humain et aussi l'éthique, c'est comment je me débrouille par rapport à ça. Mais il ne faut pas mélanger les deux ordres. Voilà un peu le... Alors, il y a des questions derrière vous. Merci. Ce que vous venez de dire sur les adolescents, ça me parle beaucoup et j'ai l'impression que simplement la société, l'école, elle n'est pas capable d'apprendre ça. Et donc on n'apprend pas à ses enfants à s'exprimer parce qu'il ne faut surtout pas le faire en classe, parce que ça dérange, parce que ce n'est pas possible pour le maître ou l'instituteur de gérer tout ça. Et donc... moi, j'ai une enfant qui est très sensible, qui est dans un environnement où on encourage ça. Et à l'école, c'est pas possible pour elle d'avoir ça qui est présent. Si jamais vous pouvez lui expliquer ce qu'elle est, par exemple, si elle est hypersensible, lui montrer ce que c'est l'hypersensibilité, l'aider à comprendre son hypersensibilité, l'aider à comprendre Dans mon livre, je fais une vraie... qui est un peu une enquête, j'essaie vraiment d'expliquer le fonctionnement cérébral de l'hypersensibilité. C'est tellement éclairant. Moi, ça m'a tellement aidé de savoir que j'étais hypersensible et de me comprendre. Mais après, je ne peux pas exiger que l'entreprise dans laquelle je suis comprenne tout ça. Donc, c'est très bien que l'école n'accepte pas votre fille, parce qu'au fond, elle apprend comme ça, comment ça va être plus tard. Si on veut mettre les enfants dans un environnement dans lequel tout est absolument idéal, ils seront encore plus démunis après. Donc on doit faire face dans la vie. On doit faire face. Moi, je vous ai raconté l'école, c'était le cauchemar, mais heureusement que j'étais à l'école et que mes parents n'ont pas trouvé une école où on était qu'entre hypersensibles, parce qu'après, j'aurais rien pu faire. Parce que la vie a des difficultés, parce qu'il y a parce qu'il y a des urgences, parce que... Et moi, je travaille dans mon métier, je suis éditeur, je travaille dans une grosse entreprise, je suis pris par tous les protocoles et tout ça. Donc, on a à trouver un équilibre. Donc, moi, je pense qu'il faut montrer à votre fille comment elle trouve l'équilibre. Et au lieu d'être dans la plainte que le système n'est pas parfait, donc ça sert à rien. Moi, je pense que ça ne sert à rien de perdre son temps à dénoncer le système. Voyons qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, ici et maintenant, pour changer la situation pour nous et pour les gens autour de nous. Et à la rigueur, bouger le système là où on peut agir sur lui. Mais après, oui, l'école, le mode de fonctionnement de l'école repose sur un certain nombre de préconceptions qu'on pourrait questionner. Mais voilà, peut-être quelqu'un d'entre vous va se dire, oui, je vais le questionner, il va s'engager, et va essayer d'être un prof différent, ou va essayer de changer l'école là où il est. Et je crois que c'est comme ça que les choses se font. Alors, il y a une autre question encore, madame. Oui, merci. J'avais une réflexion sur
le fait qu'à chaque fois on m'a renvoyé mon hypersensibilité à la figure, c'était que je m'opposais, lorsque je m'opposais à ce qu'on me traite comme un paillasson. Dans des cadres très normatifs comme le travail, comme d'autres cadres encadrés par des lois, et où les personnes allaient à l'encontre même de lois en me demandant typiquement de travailler largement au-dessus de ce que la loi autorise. Lorsque je m'oppose à ce qu'on me traite de cette manière, on me renvoie mon hypersensibilité à la figure en me disant tu es trop sensible pour la tâche qu'on te confie. C'est arrivé également à plusieurs de mes amis et j'ai l'impression régulièrement que ma sensibilité est un peu une excuse pour les autres aussi, pour faire subir ou pour aller trop loin dans certaines situations. J'aimerais votre avis. C'est remarquable, je trouve votre analyse remarquable, vous avez tout à fait raison. C'est que moi je conseille, quand on est hypersensible, de ne pas le dire à qui que ce soit, enfin à nos amis, mais moi je ne vois pas l'intérêt de le dire dans le cadre du travail parce que ça va être instrumentalisé. Donc c'est important de comprendre son hypersensibilité, mais vous avez raison, c'est très bien, parce que je trouve que c'est très juste, très fin. J'aurais même aimé prendre des notes parce que je trouve ça très... Vous avez tout à fait bien décrit le mécanisme. On accuse quelqu'un d'être trop sensible quand il est juste en train de parler du droit, de la loi et de l'éthique. Donc c'est quand même un peu fort. Non, vous êtes dans le droit, la loi et l'éthique. Et ça en dit long sur ce que j'appelle le syndrome du tableau XL. C'est ça, c'est... Tout ce qui ne rentre pas dans le tableau XL serait trop sensible, c'est-à-dire trop humain. C'est-à-dire on vous reproche d'être humain, qui rejoint la question de monsieur. Et je crois qu'il faut pour ça, vous avez raison, démontrer, déjouer le mécanisme. Non, ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de loi, de droit et d'éthique. Mais évidemment, les hypersensibles sont là comme des consciences dans notre monde pour préserver l'éthique, le droit et l'éthique. Mais c'est au nom du droit, c'est très très bien vu. J'ai l'impression aussi que les hypersensibles, pour nous, c'est plus difficile de ne rien faire que d'agir. Oui, et c'est régulièrement... j'ai l'impression qu'il y a certains milieux qui nous attirent plus que d'autres, notamment les métiers de mission. Donc il n'est pas rare que typiquement dans le cadre hospitalier, nous soyons nombreux à avoir cette hypersensibilité-là. Je pense qu'elle est utile, qu'elle est formidable dans ce milieu-là, qu'elle nous fait faire des grandes choses, d'ailleurs qu'elle nous fait faire des grandes choses dans la vie en général, et qu'il y a des milieux qui sont peut-être plus adaptés pour les hypersensibles que d'autres. Alors moi je suis tout d'accord, je pense que vous avez tout à fait raison, les hypersensibles font des grandes choses, ont le sens de la mission, c'est plus facile pour eux de faire que de ne pas faire, donc ils sont de ce point de vue-là une forme de conscience. Mais je ne sais pas s'il y a des milieux moins propices. Je pense que partout on a besoin d'hypersensibles parce qu'il n'y a pas... Le seul métier que, à mon avis, un hypersensible ne pourra jamais faire, c'est dictateur. Mais sinon, je crois qu'il y a partout besoin d'hypersensibles parce qu'il y a partout besoin de gens qui rappellent le droit, la justice, qui ont un sens de mission. Je ne vois pas un endroit où il n'y aurait pas besoin de ça. Donc je crois que c'est vraiment essentiel. C'est sûr que c'est un combat. Quand on est hypersensible, on sait qu'on va devoir un peu batailler pour préserver cette dimension-là. Mais en même temps, c'est magnifique. Et je crois qu'il faut... Je crois que vous avez donné beaucoup de clés en montrant, en habitant la joie de pouvoir faire la différence et faire que notre travail a du sens. Et les hypersensibles ne supportent pas de s'ennuyer. Ils ont besoin d'être hyper vivants. Donc c'est très vrai, vous avez absolument très bien cerné le point. Une autre question online. Oui, alors on a une autre question d'une autre Isabelle aussi, qui dit tout d'abord un grand merci pour cette conférence très libératrice, car elle rejoint ce que je ressens profondément. Vous avez évoqué les Chief Happiness Officers. Quels trucs et astuces vous leur donneriez pour rendre plus humain le rapport entre collègues au quotidien ? De démissionner le plus vite possible. L'idée est absurde. C'est... je sais pas...
de se syndiquer, d'essayer de changer le cadre, d'essayer de créer une situation plus harmonieuse. Mais je crois qu'on pose la question au mauvais endroit, que la question, c'est une question de cohérence, de structure, que là, c'est... Je dirais que c'est ça qu'il faut, il faut changer de perspective. Je ne crois pas que l'idée qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du bonheur... Bon, je suis filmé, ça va rester, mais tant pis. Dans le cadre de mon métier, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai été je suis allé avec l'attaché de presse de la maison d'édition dans laquelle je travaillais. Nous sommes entrés dans les bureaux d'une des très grandes entreprises, ce qu'on appelle les GAFA. Et on est rentré et on nous a présenté un lieu entièrement organisé, alors là, pour le bien-être de tout le monde. On entre, d'abord, il y avait des frigidaires, c'est un peu bête, mais des frigidaires remplis de produits ultra bio, végétal, à volonté. Alors, les boissons hyper... il y avait une salle de détente, de relaxation. Tout était absolument magnifique. Donc on nous a présenté ça comme une sorte de voilà. On ne disait même rien, mais on voyait vraiment le message c'était un peu le paradis sur terre. Et en sortant, c'était une sorte de presque de petit. Le lieu était presque une sorte d'hôtel particulier. L'attaché de presse a vomi avant de sortir sur le sol. Elle était tellement honteuse, tellement gênée. Et j'ai trouvé que c'était un des actes les plus significatifs. C'est quelqu'un qui est tellement humain qu'elle n'a pas pu faire autrement. Elle a tellement vu le décalage entre le discours, le truc, tout est bien. Les bureaux sont ouverts jour et nuit pour que les gens travaillent jusqu'à ce que mort s'en suive. Elle a tellement vu 1984 d'Orwell, là où on nous présentait le paradis sur Terre, et ça m'est resté parce que je me suis dit, c'était presque miraculeux. C'est sans doute un Dieu qui l'a fait vomir là. Et voilà. Là, il faut relire Orwell. Je pense que j'ai beaucoup relu Orwell pendant le confinement. Je ne crois pas qu'il y ait là un exemplaire de... Ah si, excusez-moi. Je vais chercher dans mon livre 3 minutes de philosophie, qui était une série de chroniques que j'avais fait à la radio, une des premières, c'était cette phrase de George Orwell. Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection. Et je trouve que c'est merveilleux. Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection. Vous voyez, c'est très fort, parce qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas chercher la perfection. Il montre que même être humain, entrer dans notre humanité, c'est accepter que la perfection, ça n'a pas de sens pour nous, au sens de la perfection totale, parfaite. C'est ça. Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection, et donc qu'on accepte enfin d'être un être humain, d'entrer dans les limites de notre humanité. Et les philosophes grecs trouvaient que ce qui est crucial, la seule chose essentielle pour un être humain, c'est de ne pas outrepasser les limites de son humanité. Je crois qu'on aurait beaucoup à relire, beaucoup de bénéfices, beaucoup d'intérêt à repenser à cette sagesse grecque, de ne pas aller outre la limite de notre humanité. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé de ce dont je voulais parler aujourd'hui. Ne pas avoir honte d'être un être humain, et même être fier d'être un être humain, parce que c'est ça qui peut aider le monde et faire la différence. Mais je crois que c'est les plus beaux mots de conclusion qu'on pouvait trouver
pour cette conférence. Merci à vous Merci de nous beaucoup. avoir écoutés. Merci à Fabrice Midal. Et puis, si vous voulez des livres, ils sont là. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Merci beaucoup.